Bonjour à tous, merci de vous être connectés aussi nombreux aujourd'hui pour notre nouveau webinaire qui aujourd'hui porte sur une thématique toute particulière sur l'entreprise nouvelle génération. C'est une thématique qui aujourd'hui nous rassemble pour 1 heure avec notre expert Luc Breton qui vous parlera plus en détail des nouvelles formes de management dans les entreprises. Luc Breton, merci d'être connecté avec nous aujourd'hui. Donc, Luc Breton est associé du groupe Mandarina et on réalise aujourd'hui ce webinaire avec lui en partenariat, du coup, Centrale Supélec XZ et lui-même. Centrale Supélec XZ, qui est donc l'organisme de formation continue de l'école Centrale Supélec et qui forme tout au long de la carrière les professionnels, les cadres d'entreprise, les dirigeants, les opérationnels, voilà, tout type de formation certifiante, diplômante ou sur mesure que vous pouvez retrouver sur notre site internet xz.centralesupélec.fr. Je vous laisse en compagnie de Luc tout de suite. Petit rappel concernant les questions, si vous en avez tout au long de la conférence, n'hésitez pas à les poser dans le chat que vous avez à disposition sur l'outil auquel vous venez de vous connecter et on répondra avec grand plaisir tout au long de la conférence à vos différentes questions. Je vous laisse en compagnie de Luc et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Je pars du principe que vous m'entendez bien. Si jamais il y a un problème, signalez-le au fil de l'eau. Également, lorsque vous avez des questions qui vous viennent ou si vous n'êtes pas d'accord, ce qui est encore mieux avec ce que je dirais, mieux au sens du débat contradictoire. Je suis très preneur de vos remarques, de vos objections et d'en faire des sujets de discussion. Donc n'hésitez pas, je suis là en partie pour ça et je vais essayer de vous donner quelques éléments relatifs aux travaux que je mène depuis plusieurs années maintenant. Alors pour vous dire qui je suis, pour commencer, donc j'ai passé 22 ans dans la tech. J'étais notamment patron de l'innovation produits et services au niveau mondial d'un grand groupe du CAC 40 que vous connaissez probablement tous, qui s'appelle Orange, qui était une situation privilégiée pour accéder à l'innovation technologique sur les 4 continents et la voir de près. Mais finalement, quand vous avez des amplitudes managériales significatives, ce qu'attendent vos équipes avant tout, c'est pas tellement que vous leur expliquez ce qu'elles ont à faire. Elles le savent en général mieux que vous, je dirais même à coup sûr. Par contre, c'est de leur donner la capacité d'agir sans que vous soyez un point de ralentissement, un bottleneck, comme on dit en anglais, un goulot d'étranglement, mais qu'elle puisse fonctionner idéalement et au maximum sans vous. Certains apparenteront ce que je décris à un fonctionnement agile, d'autres à des gouvernances partagées ou distribuées. Tout ça, de mon point de vue, va dans le même sens, c'est-à-dire ce que vous voyez à l'écran sur l'image qui est affichée au moment où je vous parle, passer du mode de management de commande et de contrôle, command and control en anglais, à des organisations adaptatives, c'est-à-dire qui ont une capacité inédite d'adaptation au monde dans lequel nous vivons, qui est imprévisible. On parle de monde VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu, qui caractérise cette suite effrénée de crises que nous traversons. Qui aurait prévu la chute du mur de Berlin, la crise des subprimes, le collapse de Lehman Brothers, la crise pandémique ou encore la guerre en Ukraine, sans compter les élections de Trump, de Johnson ou d'autres dirigeants. Sur la planète, pas grand monde. Et donc, ce qui est intéressant dans un contexte totalement imprévisible et accéléré, c'est d'être capable de se reconfigurer à vitesse grand V. Et donc, évidemment, si vous attendez l'action d'un grand timonier, fût-il suprêmement intelligent à la tête de votre organisation, eh bien, ça peut ralentir la capacité d'adaptation au fil de l'eau de l'organisation. Et ce ne sont pas toujours des crises gigantesques ou telluriques que l'on a à affronter. Ça peut être des petites évolutions quotidiennes utiles à l'organisation et que chacun à son poste, sur ses responsabilités, sur ses rôles, est capable d'appréhender avec une compréhension
bien meilleure que une poignée de personnes dirigeantes, encore une fois, aussi brillante soit cette équipe. Donc, je suis convaincu de la nécessité d'innover en matière de management par rapport à ce qu'on a appris, en tout cas à l'époque où moi j'étais à l'ESSEC en l'occurrence, et puis avant à l'école, dans mon école d'ingénieur à Centrale Marseille, où j'ai appris, où on m'a esquissé des modes de management et de fonctionnement des organisations traditionnelles et qui se sont avérés lors de mon expérience en entreprise assez décalés par rapport aux réels besoins qu'avaient les organisations de s'adapter, qu'avaient les équipes de relever des challenges et de les résoudre. Et donc, j'ai décidé, en quittant Orange, de me focaliser sur l'innovation managériale et j'ai fait un tour du monde dans une trentaine de pays pour aller à la rencontre de gens qui, comme moi, avaient testé les choses, qui, comme moi, s'étaient plantés, qui, comme moi, avaient réussi certaines choses également, avaient appris de leurs échecs et puis, modestement, pensaient qu'il y avait quelques leçons qui étaient peut-être réplicables dans d'autres contextes. Et dans les 30 pays dans lesquels j'ai rencontré ces 250 leaders qui ont fait de l'innovation managériale à l'échelle de leur organisation, j'ai essayé de trouver des points communs dans ces témoignages intimes. Intimes, je dis, parce que je n'ai pas juste fait une interview journalistique, je suis allé voir comment fonctionnaient les organisations. Et le résultat, c'est un livre qui compte beaucoup pour moi, qui s'appelle L'entreprise nouvelle génération chez Erol, et qui explique, dont le sommaire sont ces points communs que j'ai trouvés dans ces organisations. Également, puisque en faisant ce travail, on m'a expliqué que je faisais de la recherche sans le savoir, donc j'ai intégré la chaire innovation managériale de David Autissier à l'ESSEC et j'ai réalisé avec mes co-auteurs, donc David, Emery Jacquia, Didier Martin et Thierry Sibieux de Entreprise à mission et raison d'être chez Luno, qui explique que et ces deux travaux sont liés, que je suis convaincu de ça. Vous ne pouvez pas vous targuer d'être une entreprise de nouvelle génération en travaillant juste les méthodes de management pour trouver les meilleurs modes de fonctionnement collectif. Il est absolument nécessaire d'adjoindre à ce travail l'impact social et environnemental de l'organisation dont vous vous occupez. Et si vous travaillez l'un sans l'autre, à un moment donné, il risque d'apparaître une dissonance. Et cette dissonance probablement fera fuir les talents, ou en tout cas ne vous permettra pas de les retenir dans votre organisation. Donc, il est très important que ce qui se passe à l'intérieur ait un impact à l'extérieur, et donc la raison d'être de l'organisation, sa mission, que l'on peut espérer en 2022 être supérieure à uniquement sortir un résultat net, ce qui est super nécessaire pour ne serait-ce que payer les salaires et réinvestir, hein, donc pas de problème avec ça, mais ça n'est plus suffisant. L'entreprise doit être un acteur politique au sens noble du terme et impacter la société et l'environnement dans lequel elle fait écosystème. Et donc ça, elle va le faire si elle a un management qui est à jour, qui permet d'engager les personnes et de faire en sorte, comme je dis souvent avec mon bon sens paysan, que quand vos salariés ou vos coéquipiers rentrent chez eux le soir, ils puissent dire à leur conjoint ou à leur voisin ou à la personne qu'ils rencontrent qu'ils ont le sentiment d'avoir été utiles pendant la journée, à progresser eux-mêmes, utiles à leur équipe, et en étant utile à leur équipe, être utile à leur organisation, et par là, exécuter, réaliser la raison d'être de cette organisation et avoir un impact social et environnemental qui peut améliorer la société. Et si le secteur privé, comme public d'ailleurs, hein, mais public c'est plus naturel, ne s'occupe pas d'améliorer la société ou l'environnement, on va probablement au-devant de graves problèmes sociaux, environnementaux, puisque le politique, qui est largement endetté, qui a de plus en plus de mal à résoudre les problèmes et les fractures de notre société, ne pourra pas les gérer seul et aura besoin des acteurs économiques qui aujourd'hui, si on prend les grandes puissances économiques mondiales, hein, qui sont pour les 10 premières d'entre elles, en tout cas 100% des pure plays de l'Internet, des purs produits de la révolution industrielle de l'Internet qui caractérise notre ère,
eh bien, ils ont des moyens financiers inédits dans l'histoire économique, sans précédent. C'est le club des plus de 1000 milliards de dollars, dans lequel est rentré Tesla récemment d'ailleurs. Et donc, la moitié sont chinois, la moitié sont américains, ce qui prouve quand même une cécité européenne sur la stratégie numérique, qui se comblera probablement un jour, mais enfin, ça va prendre un peu de temps. Du coup, on a pris un peu de retard, alors qu'on avait de l'avance il y a plus de 20 ans. Toujours est-il que ces acteurs économiques-là ont des moyens d'investissement et des puissances financières sans équivalent dans l'histoire de l'économie, et donc peuvent changer en bien la société si elles décident de s'en emparer. C'est pour ça que, à grand pouvoir, grande responsabilité, ces sociétés dans lesquelles je crois que la gouvernance n'est pas très partagée, hein, parce que je pense que c'est quand même un petit nombre de personnes qui détiennent le pouvoir, vont probablement au devant de challenges importants, parce qu'ils ont probablement assez bien travaillé l'agilité de leurs équipes, leur efficacité opérationnelle, mais ça n'est pas encore totalement raccordé, c'est un euphémisme, à leur capacité d'impact. Voilà, aujourd'hui je suis dirigeant de NextGen. NextGen, pour nouvelle génération, c'est un institut de formation à l'innovation managériale, aux entreprises à impact social, environnemental. On organise des événements, on fait des formations, on est certifié Calliope, et on fait aussi des audits de maturité managériale parce qu'on pense que l'efficacité d'une organisation se mesure à l'efficacité de ses équipes. Et les équipes qui constituent une organisation sont potentiellement très variables dans leur statut, dans leur contexte, dans leur maturité. Et si on ne s'intéresse pas à la maille de l'équipe, on a du mal à améliorer efficacement la performance des équipes et donc la performance des organisations. Donc, ce qui nous intéresse, et on fait ça avec, on est partenaire exclusif de Open Design, qui est un outil issu de la recherche en management française, qui nous permet de mener ces audits et d'améliorer derrière les pratiques. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous partager, et encore une fois, je vous le redis, je ne vais pas vous le redire à chaque slide, mais je vous invite vraiment à poser vos questions dans le chat ou à réagir ou à contredire. Ce n'est pas un problème pour moi. Et les questions me seront données au fil de l'eau, et je préfère qu'on rentre dans une discussion si c'est possible, ou en tout cas un échange ou une réponse à vos objections ou à vos questions, plutôt que moi je vous assène un message général, mais en attendant vos questions et vos remarques, je vais poursuivre mon propos. Donc, je vais vous partager les principaux principes des entreprises de nouvelle génération. Je vais rester synthétique puisqu'on a un temps contraint. Je vais vous donner des exemples de référence, puis quelques illustrations pour conclure mon propos. Donc le contexte, je viens de vous le donner, hein, c'est que les grandes entreprises aujourd'hui qui ont réglé le classement des entreprises mondiales, que ce soit en Valo ou en Capi, sont toutes issues de la révolution industrielle de l'Internet, sans exception. Autrefois, dans le top 10 mondial, il y avait des conglomérats industriels, des banques, des énergéticiens, des retailers. Il y avait déjà Microsoft, mais c'était le seul issu de la techno, IT en tout cas. Aujourd'hui, ils sont tous issus de la techno IT, de la révolution industrielle de l'Internet, et ils ont des capacités d'investissement en R&D inédites. Et pourquoi on dit ça en introduction d'un sujet sur le management? C'est que il faut bien comprendre ça. Alors c'est perturbant la première fois qu'on le conçoit, mais après on se détend avec avec ce concept, parce il est clair, c'est que c'est bien la technologie qui induit les comportements et pas l'inverse. Et donc la technologie, avec ses évolutions, avec ses breakthroughs, ses révolutions, ses ruptures, elle va générer des comportements nouveaux, et qu'ils soient bons ou mauvais, l'humain les mettra en œuvre pour exploiter les capacités de la technologie. Le contexte dans lequel nous nous trouvons, il est Vika, je l'ai dit, donc c'est un contexte mondialisé, c'est un contexte hautement technologique, et c'est un contexte où l'enjeu environnemental est gigantesque. Et puis les rapports de puissance entre les États sont en train de changer, de basculer, avec des rapports de PIB qui basculent vers des nations qu'on a dit émergentes par le passé, et enfin les
les crises, qu'elles soient financières, de santé, politique ou de toute nature, se succèdent à un rythme effréné. Et donc tout ça exige des organisations adaptatives, comme je l'ai déjà décrit précédemment, des organisations adaptatives qui vont devoir exploiter le meilleur des technologies, qui vont devoir répondre à une planète mondialisée et à des enjeux d'environnement sans précédent. Dans le même temps, nous sommes dans un contexte de capacité des organisations à rester dans le ranking des entreprises les plus valorisées ou les plus fortes financièrement du monde, qui est incertain. En fait, leur capacité à rester dans le classement du Standard & Poor's 500, c'est vraiment en chute libre, hein, comme un couteau en chute libre. Vous voyez les chiffres par vous-même. Il y avait 33 ans d'espérance de rester dans le classement en 64, 24 ans en 2016, et ce sera moins de 12 ans en 2027, c'est-à-dire dans quelques années. Donc cette décroissance, cette chute de la capacité des organisations à rester dans le classement Standard & Poor's explique l'extrême volatilité des situations. Et les barbares d'hier sont les notables d'aujourd'hui, et les barbares d'aujourd'hui seront les notables de demain. Et donc la disruption est en train de s'accélérer et les situations acquises baissent. D'ailleurs, la capacité des GAFAM ou des BATX pour mentionner ces grandes sociétés qui ont ce pouvoir économique gigantesque sur un village planétaire, développent leur innovation surtout par une politique de M&A qui leur permet de racheter à un rythme effréné. C'est 1 à 2, 3 sociétés start-up ou scale-up par semaine. De toute façon, ils ont des liquidités tellement gigantesques qu'ils peuvent se permettre de faire plein de paris pour trouver les bonnes pépites au milieu du lit de la rivière des startups et des scale-up, et ils ne s'en privent pas. Et c'est une manière d'externaliser l'innovation et d'être toujours à jour et de s'assurer une avance en matière d'innovation sur le reste de l'économie. L'excès de management aux États-Unis uniquement. Alors j'aime pas les grands chiffres, mais quand même je vous partage celui-là parce qu'il est vertigineux. C'est 3 trillions de dollars par an. C'est Harvard Business Review qui partage ce chiffre. Peu importe que ce soit 3 trillions ou 1 trillion ou 2 ou 5 ou 10, c'est gigantesque. Et la perte de sens dans les grandes organisations vient bien souvent d'une incapacité des grandes organisations à faire face à cette complexité, à cet environnement VICA, autrement que par un empilement de procédures, un empilement de strates hiérarchiques, un empilement de contrôles supplémentaires qui vient complexifier jusqu'à la démence, jusqu'aux images, pour ceux qui sont les plus âgés de l'assistance, ils verront ce dont je parle, les shadocks. Et donc, on ne sait plus pourquoi on pompe, mais on pompe parce qu'il y a une règle à un moment donné qui nous a dit qu'il fallait qu'on pompe. Et donc, souvent dans les organisations, les grandes organisations en tous les cas, la perte de sens a atteint un sommet, et l'empilement de couches hiérarchiques crée des jobs qui deviennent des full-time jobs en management. Et comme disait le patron d'Octo, une filiale d'Accenture qui est actuellement 100% en sociocratie et 100% en agile, et qui a été un des précurseurs en agilité en France, et qui est une des grandes success stories françaises du conseil technologique de ces dernières années. Donc Ludovic Cinquin, que je viens de décrire, explique que dans son dernier bouquin, Devenir une entreprise agile, il dit nous nous assurons que le management ne devienne pas un job à part entière. Donc ça résume ce que je suis en train de dire là, c'est que si vous avez des managers qui ne sont plus que des managers, et qui ne sont plus des doueurs, des faiseurs, qui ne font plus rien, qui ne produisent plus rien par eux-mêmes, mais qui font faire à d'autres et qui perçoivent la réalité par l'entremise d'autres personnes, probablement que le danger guette de perdre le contact avec la réalité et avec la capacité d'adaptation dont on a parlé précédemment. Alors, cette étude de Gallup est un peu ancienne, mais en gros, elle dit que, alors Gallup, ils sont présents sur le monde entier, ils regardent le taux d'engagement dans les organisations, qui est dramatiquement bas du fait de ces pertes de sens. 85% de la workforce, donc des gens, des adultes en capacité de travailler, alors ça c'est avant Covid, hein, on dise ne pas voir le sens au travail.
Et ils disent ne pas voir le sens au travail parce que précisément, ils sont pris dans des engrenages de responsabilité et de chaînes hiérarchiques et de commandes qui deviennent un peu ubuesques et qui se déconnectent. Alors 85%, parmi ces 85%, vous avez 15% qui sont activement désengagés en moyenne, c'est-à-dire qu'ils plantent des buts contre leur camp, et le reste est une relation plutôt alimentaire à son job, donc à une capacité de promotion de son entreprise qui est quand même relativement limitée. Alors, ce slide est particulièrement important, donc je vous invite à vous arrêter dessus quelques instants. Il explique l'évolution des modes de management induits par la technologie. Donc en 96-97, dans la Silicon Valley, vous avez une comète qui s'abat sur la planète Terre, qui s'appelle Scrum. Scrum en anglais, ça veut dire mêlée. C'est la capacité de petites équipes dites agiles, où les tout pizza teams que le patron d'Amazon décrit. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'arrivez pas à nourrir votre équipe avec 2 pizzas, c'est qu'elle est trop grosse. Donc, on parle de petits mangeurs de pizza, parce qu'on parle en l'occurrence d'équipes de 8 à 12 personnes maximum. Mais c'est un ordre de grandeur. Et ces petites équipes, en 96-97, dans la Silicon Valley, inventent une nouvelle manière d'innover qui est basée sur une itération courte avec les clients, internes ou externes, sur des sprints, donc sur des zones de temps de 2 à 4 semaines, avec des capacités de feedback sur 24 heures pour corriger des choses qui ont été, ou des erreurs qui ont été constatées lors du morning briefing, donc du rituel quotidien. Et donc ça permet, la méthode Scrum, d'éviter les longs tunnels de développement qui aboutissent à des catastrophes industrielles parce que le client a exprimé son besoin, il a été traduit dans un cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage, qui ensuite l'a retransmis à la maîtrise d'œuvre, qui elle-même a exécuté, et au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 18 mois, selon la complexité, le produit est livré. Et lorsqu'il est livré, le client s'aperçoit qu'il il ne répond pas aux besoins initialement exprimés à la maîtrise d'ouvrage. Donc là, avec Scrum, on sort de cette logique de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre qui est typiquement française, et on vient sur une méthode de barbare à l'époque. Et maintenant, les barbares se sont notabilisés, sont devenus mainstream, mais qui consiste à dire, bah non, on va pas attendre 6 mois, on va pas attendre 1 an, on va pas attendre 18 mois. Au bout de 2 à 4 semaines, on va voir le client, qu'ils soient internes ou externes, on lui montre ce qu'on a drafté, le pilote qu'on a, le MVP, Minimum Viable Product, ou le prototype que l'on a réalisé. Et si c'est bon, on durcit le prototype, on commence à développer en dur les choses, et on refait des boucles comme ça, des sprints de 2 à 4 semaines. Et en agissant de la sorte, en interaction permanente avec les clients, eh bien, il est impossible de se tromper ou de livrer quelque chose à côté de la plaque, précisément parce qu'on voit le client tous les 2 à 4 semaines et que on interagit avec lui. Et donc ça, c'est quand même une révolution copernicienne qui, appliquée non seulement à des équipes de développeurs, mais aussi à des équipes de design et de marketing, s'appelle Lean UX ou Lean Startup, popularisé par Jack Gottels et Rick Ries dans les années 2010, que moi j'ai eu la chance de déployer largement chez Orange dans les équipes d'innovation, et qui devient une sorte d'espéranto du fonctionnement de l'innovation, non plus seulement technologique, mais d'innovation tout court. Et ce que je vous dis aujourd'hui dans cette session, c'est que le Scrum ou le Lean Startup ou le Lean UX appliqué à toute l'organisation, c'est possible. On parle d'organisation organique, adaptative, avec une hiérarchie d'équipe plutôt qu'une hiérarchie de subordination de personnes. C'est le schéma que vous avez en haut à droite, formé de cercles qui représentent des rôles. Quand les rôles deviennent suffisamment complexes pour se subdiviser en d'autres rôles, eh bien, on crée des cercles. Et on arrive comme ça, avec une hiérarchie d'équipe et non plus une hiérarchie de subordination individuelle, à créer des organisations sur lesquelles chacun va être responsable de ses rôles. Et cette décentralisation de l'autorité
va permettre une dimension adaptative de l'organisation sans précédent, qui va permettre à l'organisation de se reconfigurer, non plus de temps en temps, comme les équipes de consultants dans les grands groupes qui débarquent, en général avec le cahier des charges de celui qui les paye et qui livre quelques mois après avoir fait un nombre d'interviews donné, un plan de transformation souvent entendu à l'avance, qui va mettre beaucoup de temps à se mettre en œuvre. Là, il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas de grand plan, mais il y a une reconfiguration quotidienne permanente de l'organisation. Et c'est ça qui est ultra moderne, et c'est ça qui fait que les organisations adaptatives sont éminemment induites et inspirées par les méthodes agiles. Et c'est la raison pour laquelle je plante le drapeau Scrum en 96-97 dans la Silicon Valley comme le point de départ lié à cette révolution industrielle de l'Internet sur l'accélération de la modification des modes de management. Puisque quand j'ai commencé mon tour du monde, il y a des gens qui me disaient, mais tu sais, les gouvernances partagées, c'est sympa, mais c'est pas nouveau, ça fait un siècle qu'on connaît ça, peut-être. Mais elles n'ont pas réussi pour l'instant à se déployer massivement pour une raison simple, c'est que le monde d'avant, le monde du XXe siècle, était basé sur une économie d'échelle avec une visibilité industrielle assez importante sur plusieurs années, avec des capacités à vendre les mêmes produits pendant longtemps, et que ces visibilités-là, elles s'évanouissent et on rentre dans un monde de l'hyper-personnalisation, de la complexité et de l'adaptation permanente avec une concurrence et l'innovation galopante qui ne permettent plus de faire des plans quinquennaux ou des plans stratégiques. Je me souviens, quand j'ai démarré ma carrière, j'ai participé à des plans stratégiques à 5 ans, ce qui peut paraître aujourd'hui totalement archaïque ou anachronique pour le moins. Et donc, il y a des gens qui ont théorisé ce que je suis en train de vous raconter, la spirale dynamique, ou Frédéric Laloux dans Reinventing Organization, qui est un autre conseil de lecture que je vous donne aujourd'hui, et qui explique que, en gros, en colorant les stades de maturité des organisations, en partant du rouge, qui correspond à la mafia, aux gangs de rue, aux milices tribales, avec une autorité violente, non seulement verticale, mais violente du chef de clan, jusque à des modes plus classiques et répandus dans l'économie, comme les modes orange, avec une stratégie qui est de faire de la croissance, du profit, de battre des concurrents avec une innovation gérée par un service dédié et une verticalité traditionnelle de hiérarchie de subordination, à des modèles moins répandus, mais qui sont en accélération forte. Et je prétends que nous sommes dans le pied de l'exponentiel concernant ces nouveaux modes d'organisation du travail, qui sont les modes vert et opale. Vert étant une hiérarchie beaucoup plus décentralisée et Opal étant carrément un système de management de mode autonome et non plus seulement participatif, mais autonome, où les différentes composantes de l'organisation ont la responsabilité à 98% de tout ce qu'elles font, de tout ce qu'elles décident, pour une raison simple, c'est que ce sont elles qui font, et donc ce sont elles qui savent, et que la bonne manière de se raccorder à la raison d'être de l'organisation tout entière, c'est d'utiliser des méthodes assez robustes, comme par exemple Objective and Key Result, OKR, qui est en train de se déployer comme une traînée de poudre dans l'économie à l'heure où je vous parle, et qui permet de vérifier, de constater que les forces vives sont bien alignées sur la réalisation de la raison d'être de l'organisation et non pas un projet annexe. Et le fait d'être aligné sur la réalisation de la raison d'être, ça améliore l'impact de l'organisation et ça permet aux différentes personnes qui constituent l'entreprise de faire entreprise au sens noble du terme. Avec l'apparition des DAO, des Decentralized Autonomous Organization, j'ai fait un article là-dessus dans Forbes il y a quelques jours, donc vous pouvez le retrouver facilement dans Google en tapant mon nom et DAO. Vous verrez en lisant cet article comment je pense qu'on est à l'orée aussi de l'avènement de nouvelles structures d'organisation. On a connu les associations, les non-profits, on a connu les entreprises, et je pense qu'il y a une montée en puissance en ce moment qui est à ses tout débuts, à ses balbutiements, des communautés. Les communautés, ce sont des nouvelles formes d'associations de talents, d'individus, de force au travail,
qui sont mus par une raison d'être supérieure et qui partagent de façon plus originale, innovante, à la fois le capital, les capacités de gouvernance et donc de décision, et qui ont un rapport à la hiérarchie traditionnelle, en tout cas, un rapport au management, un rapport à l'hybride dans le travail qui est quand même assez différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et j'en profite pour vous dire, à ce point de mon intervention, que moi, je ne suis pas en train de vous dire que la hiérarchie va disparaître. Elle est naturelle, elle persistera. Et la nier serait une folie. Simplement, c'est un nouveau type de hiérarchie que nous sommes en train de voir émerger. Et je ne suis pas en train de dire que le management va disparaître pour les mêmes raisons, et que simplement la posture managériale est en train de bouger et de passer du surplomb au support. On parle beaucoup de servant leader, et donc de leaders qui donnent, qui retransmettent la vision de l'organisation, sa raison d'être, mais qui aident aussi leurs coéquipiers à s'exprimer et à exprimer le meilleur de leurs talents, des chefs d'orchestre si vous préférez, plus que des solistes ou des bons musiciens. Voilà. Voilà, et donc tout ceci va dans le sens de la théorie Y de McGregor, qui est l'inverse de la théorie X. La théorie X, on dit que les gens cherchent à tirer profit individuel de l'entreprise et ont un rapport de défiance à l'entreprise, et dès qu'ils peuvent profiter de l'entreprise, ils le font, et donc l'entreprise doit les contrôler, doit les sanctionner et doit les incentiver, leur faire des parts variables par exemple, pour les amener à réaliser certains objectifs, donc sous la contrainte, sous une forme de contrainte, qu'elle soit positive ou négative. La théorie Y dit exactement l'inverse. Elle dit que les gens s'efforcent naturellement de s'épanouir au travail, qui sont intrinsèquement motivés et qui veulent réussir. Et donc, plus on leur permet de s'auto-déterminer dans leur travail, et plus ils vont être épanouis personnellement, ils vont être engagés, et ils vont avoir la volonté de prendre des responsabilités et de les assumer. Ce que j'entends souvent, c'est oui, mais tu ne te rends pas compte, Luc, beaucoup ont un rapport au travail qui n'est pas de vouloir prendre des responsabilités ou de vouloir prendre de l'initiative, etc. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai en tout cas dans notre contexte actuel, parce que ces personnes-là ont été biberonnées depuis le début de leur carrière et même lors de leur formation à ne pas prendre de responsabilités et à exécuter, partant du principe que schématiquement, il y a des gens qui décident et d'autres qui réalisent. Bon, ça, on peut espérer que ça disparaisse, parce que en réalité, 100% des humains sont à la fois curieux, ont la volonté d'apprendre et ont la volonté de prendre des responsabilités. Et d'ailleurs, ils le font dans leur vie personnelle tous les jours. Ils sont tous PDG de leur PME ou de leur TPE familiale, quelle que soit l'amplitude de la famille. Ils gèrent une location, ils ont souscrit des emprunts, ils s'occupent de leur voiture, de leurs enfants, de leurs animaux de compagnie, ils sont engagés dans des associations, et donc les responsabilités, ils en ont. Ils ne sont pas incapables de les prendre, puisque de toute façon, ils le font déjà par ailleurs largement. Donc cette confiance dans les individus, elle est nécessaire. Changer de paradigme, pas partir du principe que l'homme est plutôt volontaire et curieux et a la volonté de progresser et d'apprendre en permanence, qui est valable à quel que soit le moment de la vie d'ailleurs, hein. C'est pas spécifique des jeunes générations. C'est très important de le rappeler. Alors après, John Kotter dit ces choses-là très bien dans son bouquin Accelerate. Il dit, de toute façon, les organigrammes de subordination de personnes, ils vont perdurer encore un bon paquet d'années dans les organisations, mais c'est pas très grave, parce que l'essentiel de la valeur ajoutée qui est générée dans les entreprises se fait via un réseau d'équipes qui pourrait être une projection multi-hiérarchique de l'organigramme à la papa. Et donc c'est bien le réseau d'équipes de droite qui crée la valeur, et le réseau d'équipes de gauche qui crée les rapports politiques, et souvent une espèce de défiance envers l'organisation, une toxicité des relations. Et donc probablement qu'on va progressivement, gentiment, se déplacer vers le réseau d'équipe. C'est évidemment beaucoup plus simple pour une startup ou une scale-up de démarrer en partant de la feuille blanche sur le schéma de droite plutôt que le schéma de gauche. Donc on est à la veille de la plus grande transformation organisationnelle de notre temps, puisque la révolution industrielle de l'Internet a disrupté tous les business models, mais il y a une chose qu'elle n'a pas disrupté, c'est le management.
et on va s'en occuper. On va s'en occuper et ce sera l'équivalent de la chute du mur de Berlin, politiquement, pour le management, pour le monde des entreprises, parce que en réalité, ça va tout changer et ça va tout changer en mieux, puisque donc moi, ma raison d'être au sein de NextGen, c'est de changer le travail pour améliorer la société. Donc, si on change nos manières de travailler et nos rapports toxiques, souvent au travail, avec des rapports de pair à pair, de décentralisation de l'autorité, d'autonomie, de responsabilité, de transparence et en un mot, de management par la confiance, on a une chance d'améliorer durablement la société, puisque les comportements qu'on a développés dans le monde du travail, on va les exporter. Ils vont influer largement notre comportement social tous les jours, et y compris notre comportement familial. Voilà, je vais passer rapidement sur le retour au bureau, parce que ce n'était pas l'objet de mon propos aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tout traiter. Donc les principaux, les principes des entreprises de nouvelle génération, vous l'avez compris, c'est une raison d'être puissante. Pascal Demurger, patron d'Amaïf, disait, moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit dans son livre, mais l'essentiel, oui. Et en particulier le titre, il dit l'entreprise 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Au sens noble du terme, oui, chaque acteur économique qui fait des choix impacte la société et l'environnement, et donc de ce point de vue-là est un acteur politique. Sa raison d'être est fondamentale, et ça ne peut pas être juste améliorer les bidas ou l'excédent brut d'exploitation ou le résultat net de 1%, parce que ça ne parle à personne, ça ne veut rien dire. Et on peut avoir des ambitions d'amélioration financière, mais qui ont un objectif supérieur, et c'est cet objectif supérieur qu'il faut être capable d'exprimer pour engager un collectif et pour donner du sens à l'action de ce collectif et être capable de le décliner. Le self-management ou le management par gouvernance partagée ou distribuée est un management donc par la transparence, puisque Internet fait que tout finit toujours par se savoir, et donc les positions de pouvoir ne sont plus liées à la possession d'un niveau d'information donné. L'itération, je l'ai dit avec Scrum, et puis un haut niveau de collaboration. On atterrit sur des nouveaux designs d'organisation. Là, vous avez un logiciel qui s'appelle Ola Spirit, qui est un leader français sur le domaine, qui permet de modéliser ces fameux rôles, ces fameuses hiérarchies d'équipe, plutôt que de subordination de personnes, et les personnes qui vont animer ces rôles, et les redevabilités, les responsabilités, les domaines de responsabilité sur les rôles. Et donc, ça permet de développer l'autonomie, la responsabilité, et ce qui est très important, c'est que vous avez autorité et responsabilité dans vos rôles, et ça génère une confiance très forte, parce que personne ne peut vous expliquer comment vous devez vous emparer de vos rôles. Vous avez été recruté pour ça, vous avez été choisi collectivement pour ça, et donc après, les choses peuvent changer, évidemment, si vous ne faites pas le job ou s'il y a une inadéquation, ou s'il y a des exigences qui sont modifiées, mais pendant que vous êtes titulaire de vos rôles et que vous les prenez en charge, on vous fait confiance pour ça, et on ne vient pas vous micromanager et vous expliquer comment aller du point A au point B. On vous donne le point A, on vous donne le point B, et votre autonomie, votre responsabilité, votre capacité créatrice fait le reste, seul ou en équipe, en développant, en utilisant de l'intelligence collective. C'est aussi un des principes des entreprises de nouvelle génération est aussi lié au processus de décision. Donc vous connaissez le processus autocratique, c'est en gros je décide, vous participez, qui est une blague bien connue en management, où le chef autocrate décide de tout, et il appelle les gens à participer juste pour écouter sa décision, donc ce qui est un peu frustrant pour le collectif. Le mode démocratique, il est aussi potentiellement frustrant, parce que si vous avez 51% qui gagnent, vous avez 49% qui perdent, ce qui n'est pas génial en termes de démarche et d'impulsion collective. Et donc, vous avez d'autres possibilités collectives de prendre des décisions. Vous avez le conseil d'experts, qui consiste à désigner au sein d'un collectif une ou plusieurs personnes en charge d'instruire un dossier de décision complexe, et qui va le faire de bonne foi et avec la neutralité requise, et qui va ensuite revenir vers le collectif ou vers le leader pour proposer une décision qui lui semble la meilleure, après avoir investi beaucoup de temps à étayer différents scénarios.
Et puis, vous avez aussi la méthode de consentement qui a le vent en poupe aujourd'hui, qui est clairement une des meilleures pratiques que j'ai observées partout sur la planète, qui consiste à permettre à chaque membre de l'organisation, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, quel que soit son rôle dans l'organisation, de proposer des améliorations de l'organisation ou des changements. Et le fait que 100% des forces vives puissent le faire, ça donne une capacité de mouvement et de célérité dans la décision et dans l'adaptation des organisations incroyable. Ça donne aussi confiance dans le fait que chacun peut être à la manœuvre de la transformation de l'organisation, qu'on soit stagiaire ou PDG. Et on ne va pas le faire sur n'importe quel périmètre. On va le faire sur le périmètre de ses rôles, sur les périmètres sur lesquels on est compétent. Et donc, ce n'est pas l'anarchie où chacun a un avis sur tout, comme les 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot en France. Donc, on est bien sur les périmètres sur lesquels on est pertinent, et le consentement part d'une proposition donc d'une personne qui a un avis sur un sujet sur lequel il est pertinent, qui propose une modification, une évolution, et les autres membres du collectif concernés par et pertinents sur ce sujet vont pouvoir amender la proposition et faire des objections. Et on va parler de processus de décision intégratif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer les amendements ou les objections pour améliorer la proposition initiale. Et une fois qu'on a fini ce travail-là, ça peut aller très vite, hein. Il peut surtout aussi ne pas y avoir d'objection, ça arrive régulièrement. Eh bien, la proposition, s'il n'y a rien qui puisse blesser ou mettre en danger l'organisation, on est obligé de la mettre en œuvre. Sauf s'il y a un danger évident ou s'il y a quelque chose qui semble pouvoir mettre en danger, en péril l'organisation. À ce moment-là, on va arrêter la proposition parce qu'elle sera caduque, elle ne sera pas bonne. Mais dans le cas contraire, on va la mettre en œuvre. Et donc ça, ça permet, alors si vous faites un time-lapse, une photo quotidienne et un accéléré de ces photos sur l'année, de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la Spirit, donc de ce schéma-là, des cercles, hein, des hiérarchies d'équipes par cercle, et que vous prenez la photo tous les jours et que vous accélérez ça sur une année, vous voyez la subdivision cellulaire, vous voyez la croissance de l'entreprise dans le scénario où elle croît, et le fait que l'entreprise grandit et s'adapte au quotidien. Et il y a des modifications, il y a des changements, il y a des évolutions quotidiennes, parfois infinitésimales, parfois très significatives, mais rarement significatives, souvent mineures, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est ça la grande capacité d'agilité d'un banc de poissons ou d'un vol vous savez, ces vols d'oiseaux avec des centaines ou des milliers d'oiseaux qui bougent et qui adoptent des formes coordonnées, composées par des milliers d'individus. Donc c'est bien ce mode de fonctionnement d'entreprise qui est d'une efficacité redoutable. Le consensus, c'est une version beaucoup plus compliquée à manipuler parce que, en fait, quand vous devez vous assurer que tout le monde est d'accord sur tout, et ben, souvent, ça peut prendre un temps infini et surtout ne jamais arriver. Donc, c'est compliqué de décider par consensus. Les anglo-saxons, donc pour le consentement, on parle de good enough for now, safe enough to try, c'est-à-dire s'il n'y a rien qui s'y oppose, on met en œuvre, et c'est très efficace. Donc on joue sur la zone de tolérance versus la ligne de préférence de chaque individu, et c'est ce qui permet en consentement de jouer les intersections des zones de tolérance qui sont assez larges, plutôt que de jouer l'alignement sur la préférence individuelle de chacun qui est quasi impossible. On a plein de méthodes, hein. J'en ai répertorié plus de 250 lors de mon tour du monde, des best practices, des meilleures méthodes agiles ou de gouvernance partagée, mais notamment, moi je suis convaincu que les réunions sont massivement toxiques. Évidemment, il en faut certaines, mais la plupart sont inutiles. Je dis bien la plupart, hein, pas une minorité significative, la plupart. Et en tout cas, elles sont souvent mal organisées, pas facilitées. Ça s'apparente souvent à une réunion de café du commerce, et les gens qui prennent la parole, les grandes gueules en particulier, sont
plutôt tendance à étouffer ceux qui sont moins grande gueule, et donc l'intelligence collective ne s'exprime pas ou mal. Et le principe d'équité et de time boxing, donc équité, c'est un temps de parole équivalent pour toutes les personnes, qu'elles soient timides ou à l'aise à l'oral. Elles ont des intelligences souvent complémentaires et en tout cas qui ne sont pas liées à leur volume sonore. C'est important ce principe d'équivalence. Et ce qui est important aussi, c'est le time boxing, c'est respecter la durée d'une réunion et d'aller à l'essentiel, hein, pour ne pas faire perdre de temps. Si on a besoin de moments de convivialité, on va le faire différemment que par une réunion. Et encore une fois, la plupart des réunions sont toxiques car inutiles. Également les pratiques agiles, donc les méthodes de gestion de projet par Kanban, qui sont devenues totalement universelles pour les actions, les projets. Et puis la méthode des OKR, qui est une méthode. Hein, moi, j'ai pas d'action dans OKR. Hein, il y a plein d'autres méthodes qui sont tout aussi intéressantes que OKR, mais l'objectif and key result, donc la déclinaison de la raison d'être en objectifs stratégiques et en résultats clés qui viennent nourrir ces objectifs stratégiques, est une méthode universelle qui est en train de s'imposer, qui a été inventée par Intel et qui ensuite a été popularisée par Google et qui est en train qui est à la fois très robuste, très simple, efficace, et qui permet d'aller à l'essentiel et de s'assurer que on a bien nos forces vives qui sont concentrées sur la réalisation de l'objectif de la raison d'être. Voilà, donc ce sont quelques touches impressionnistes des différents outils qui sont à la disposition de ces entreprises nouvelle génération, qui, je le répète, s'appuient sur une raison d'être puissante, fédératrice, des valeurs vécues et non pas affichées dans des posters dans les salles de réunion, qui déploie l'autonomie, la responsabilité, la transparence et le management par la confiance, et qui se ritualise pour que le collectif puisse s'exprimer, développer une intelligence collective, et qu'il n'y a pas que des moments de productivité ou de rituel, il y a aussi des moments de sérendipité, de créativité informelle, qui sont très importants à aménager, et le cahier des charges des managers aujourd'hui est extrêmement complexe pour ces raisons-là, parce qu'il faut savoir faire tout ceci, comme dirait l'autre, en même temps. Et donc le nouveau paradigme, c'est que le grand timonier, tout le monde pense à Steve Jobs ou à Tim Cook, mais des gens comme ça, ou Elon Musk, on les compte sur les doigts d'une main, et même eux font des graves erreurs, même si leur succès est gigantesque. Mais globalement, comme 99,99% de toutes les entreprises et de tous les dirigeants ne sont pas les équivalents d'un Elon Musk ou d'un Tim Cook ou d'un Steve Jobs, eh bien, il vaut mieux se reposer sur la capacité de l'intelligence collective qui est très supérieure à la somme des capacités cognitives des individus qui constituent le collectif de l'organisation. Donc l'organisation est riche de ses talents humains, c'est certain. La qualité du management sera la capacité à faire que l'intelligence collective puisse s'exprimer, qu'elle puisse s'exprimer avec un droit à l'erreur, avec une sécurité psychologique assurée, avec une capacité à innover et donc à se tromper. Et le droit à l'erreur et la sécurité psychologique sont très liés à la capacité à se tromper. Et si l'erreur n'est pas admise, bien probablement que vous êtes plutôt dans un management par la peur, puisque l'erreur n'est pas permise, que donc la sécurité psychologique n'est pas assurée. Et à partir de là, vous avez des parties du cerveau qui commencent à s'éteindre, et la capacité des individus dans ce type d'organisation à réagir par réflexe plutôt que par raisonnement, où il faut être détendu, il faut être en confiance pour que les meilleures idées arrivent. C'est prouvé par des résultats de recherche et aussi des photos d'IRM du cerveau sous état de stress ou sous état détendu. Il faut arriver à perdre du temps pour en gagner, à aller lentement pour accélérer. Et donc ça, c'est très important de bien intégrer ces principes-là. Alors des exemples, j'en ai 20 000 dans ma base de données, il y en a beaucoup plus, des entreprises de nouvelle génération que je considère en tout cas comme ayant les attributs que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous en montre quelques-unes qui sont très emblématiques. Roche, le pharmacien, Freytag, la marque très connue en Suisse notamment, mais dans le monde entier, qui fait des sacs notamment à base de bâches recyclées, et puis tout
toute une série d'accessoires recyclés, le groupe ADO, qui est la maison mère de Leroy Merlin, le groupe d'assurance VGZ aux Pays-Bas, Octo Technologies, la filiale d'Accenture dont j'ai parlé précédemment, Toshka, l'équivalent de Conto en Russie et au UK, Decathlon, qui est en train de passer en gouvernance partagée sur progressivement l'ensemble de ces entrepôts logistiques, Partena en Belgique, aux services aux entreprises, Artinzorg, un réseau de centres de santé dans l'ensemble du Pays-Bas, Open Classroom que vous connaissez tous probablement, Danfoss, le géant du froid industriel danois, Enercop, Boldar, Pipedrive, Novotel, Bol.com, enfin, Welcome to the Jungle. Bon, il y en a beaucoup. Et dans le secteur bancaire, qui paraît le plus traditionnel et le plus difficile à bouger, il y a également aussi énormément d'exemples, avec un livre, Agile Focus and Governance, qui a été écrit par une personne aux Pays-Bas avec qui j'ai collaboré sur le passage à l'agilité et gouvernance partagée d'un certain nombre de grandes banques néerlandaises. Et donc, je vais terminer mon propos à ce moment-là pour vous dire que les entreprises nouvelle génération se caractérisent par le fait qu'on tombe les masques. Et donc, ce qui est important, c'est l'authenticité. Si vous continuez à porter des masques dans l'organisation, si vous continuez à entretenir des rapports politiques artificiels, probablement que vous n'êtes encore pas exactement sur le mode de fonctionnement des organisations que je décris, que l'intelligence collective est très supérieure à l'intelligence individuelle, mais je crois que je l'ai dit abondamment dans mon propos, et que lorsque les managers ne font plus que manager, ben, il y a plus de barreurs que de rameurs, et à ce moment-là, ça va beaucoup moins vite, et c'est quand même beaucoup moins efficace, et probablement beaucoup moins intéressant aussi pour les servant leaders de demain. Enfin, la transformation, c'est un exercice périlleux, complexe. Il faut beaucoup d'humilité quand on veut transformer le management dans les organisations. Et donc, la bonne méthode, c'est de le faire par la méthode des petits pas, de manière itérative, et non pas par des grandes marches infranchissables. Souvent, ça fait beaucoup plus de mal que de bien, et c'est vécu de manière assez violente par le corps social. Enfin, il faut avoir son bon sens chevillé au corps, et si vous avez besoin de briser la vitre pour éteindre l'incendie, faites-le, et n'attendez pas de remplir des formulaires ou d'écouter votre hiérarchie pour le faire. Les choses évidentes vont de soi, et ceux qui les perçoivent doivent les mettre en œuvre à leur niveau. C'est ça aussi le bon niveau de subsidiarité dans des organisations collectives qui grandissent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous indique que le 7 et le 8 juillet à Paris, NextGen organise un événement vers l'entreprise régénératrice qui fera le focus pendant une soirée, donc le 7, et une journée le 8, c'est un jeudi soir, un vendredi, sur l'impact écologique sur les business models. Donc comment l'impact écologique vient percuter les business models des organisations telles que nous les connaissons depuis le début du capitalisme, depuis 120 ans et plus. Voilà, ce sera très original comme événement. Il n'y aura pas de washing et on ne mettra pas nos lunettes de bisounours. On regardera les choses en face, on essaiera en tout cas de le faire. C'est l'enjeu de cet événement qui, je pense, parlera vrai et sera extrêmement authentique dans les messages qu'il portera et les exemples qu'il donnera. Donc je vous invite à vous inscrire. Il n'y a que 150 places, donc ça va être très limité, mais si vous le faites à partir de demain, vous aurez une chance de pouvoir y participer. Voilà, je vous remercie. Je suis très facile à trouver sur Internet. Si vous avez le souhait d'échanger avec moi au-delà de cette intervention, je suis à votre disposition. Vous avez mon mail qui est facilement accessible ou mon profil LinkedIn.
Merci beaucoup, Luc. Merci à tous. Est-ce que là, il nous reste quelques minutes. Je vois qu'on a 3 questions. Est-ce que on peut y répondre rapidement, Luc, ou c'est bon Avec pour vous? plaisir, allons-y. Ouais. Ouais. Alors, j'ai une première question qui concerne, selon vous, quels sont les mots-clés qui évoquent pour vous l'entreprise nouvelle génération? Je les ai donnés pendant ma présentation. L'entreprise nouvelle génération, donc c'est une raison d'être constitutive, fédératrice. Ce sont des valeurs vécues. Ce sont des principes de management basés sur l'autonomie, la responsabilité, la transparence et la confiance. Et c'est globalement une capacité à intégrer les apports des nouvelles technologies dans les modes de fonctionnement qui font que vous avez une employabilité et une intelligence collective au top qui vous permet de vous différencier par ce qui fait la richesse d'une organisation, c'est-à-dire ces hommes, ces femmes et ces hommes, et non pas ces machines et ces processus. En tout cas, pas uniquement ces machines et ces processus. Après, j'ai une autre question qui concerne quels sont selon vous les talents clés recherchés par les organisations dans l'économie de l'innovation qui caractérisent notre ère? Alors, les talents clés, ce sont des talents qui sont des profils qui sont curieux, qui sont capables de se remettre en question, d'apprendre tout au long de leur vie et qui n'ont pas de problème à se remettre en question. Euh, qui ont compris qu'une erreur n'était pas une erreur, point. Une erreur, c'est une possibilité d'amélioration, d'apprentissage, et qui sont vraiment dans une démarche de progrès continu, d'amélioration continue. Et pour faire s'épanouir ce type de talent, il faut que la sécurité psychologique dans l'organisation soit assurée. Et enfin, j'ai une dernière question. Pensez-vous que le management traditionnel soit adapté au monde imprévisible que nous connaissons désormais? Clairement pas. Et donc les entreprises, je pense qu'une majorité d'entreprises en réalité refusera de se transformer ou ne se transformera pas à la vitesse requise par le rythme de l'innovation dans lequel nous sommes, et que ces entreprises, certaines continueront à prospérer un certain temps, d'autres disparaîtront brutalement, quelle que soit leur taille d'ailleurs. Et plus elles sont grosses, plus elles ont probablement de fragilité et de capacité à disparaître brutalement parce que le paquebot, c'est quand même difficile de colmater un paquebot en pleine mer. Et donc, si la brèche est significative, il coulera. Et je pense qu'une des brèches, c'est clairement la capacité de ces organisations à attirer des talents à partir de maintenant, puisque les talents vont choisir massivement des entreprises de nouvelle génération et elles vont le faire pour une raison simple, c'est que le pouvoir est revenu dans la main des talents. L'INSEE et le ministère du Travail en France on explique que, par exemple, à partir de Bac+2 et au-delà, il n'y a plus de chômage, ou en tout cas, il y a un chômage structurel. C'est pareil, je pense, dans la majorité des pays européens développés. Et donc, les talents vont choisir leur mission, vont choisir leur organisation, et cela accélérera d'autant le déclin des entreprises qui resteront droit dans leurs bottes. Ok. Et j'ai une toute dernière question, et on sera pile poil dans les temps. Dans quelle mesure l'entreprise considère-t-elle les principes de la pensée systémique? Alors, les principes de la pensée systémique sont très alignés avec les organisations TIL ou OPAL que j'ai présentées, qui sont le stade ultime de développement de maturité managériale des organisations, pour une raison simple, c'est qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas dans un monde où il y a des concurrents et des organisations amies ou ennemies, mais qu'elles sont dans un écosystème. Et avoir le sentiment d'être dans un écosystème, c'est que les concurrents d'un jour peuvent devenir les alliés de demain,
D'ailleurs, vous connaissez probablement le mot un peu barbare de coopétition, mais qui exprime cette ambiguïté. Et donc, lorsque vous êtes favorable à votre écosystème, vous vous rapprochez dans la théorie des réseaux, du cœur du réseau. Donc, vous êtes de plus en plus central dans le réseau, donc vous apportez plus de valeur, mais vous en recevez aussi beaucoup plus, hein, puisque des principes du réseau, c'est de donner pour recevoir. Et donc, la pensée systémique, elle permet de concevoir les systèmes, organisations comme des systèmes vivants, qui sont en interdépendance systémique, et à ne pas concevoir que certains sont ennemis, ne pas concevoir les choses de façon binaire, mais plutôt sous un gradient qui peut faire, dont l'évolution peut être permanente, et donc de considérer que l'ensemble des partenaires de l'économie ou de l'écosystème, qu'ils soient à un moment donné plus ou moins favorables à votre business, à votre expression, à la réalisation de votre raison d'être, méritent d'être respectés et d'être traités comme des partenaires potentiels futurs, hein, et donc de manière positive. Donc la pensée systémique est clairement un des fondements des méthodes de management les plus efficaces et des conceptions d'organisation du futur. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation et toutes les réponses aux questions que nos participants ont posées dans le chat. Merci à toutes et à tous de vous être connectés. Vous retrouverez donc ce webinaire en replay sur notre site internet et on le diffusera également sur les réseaux sociaux euh, qu'on ne manquera pas de vous partager sur différentes pages, donc notamment LinkedIn en particulier. Merci Luc pour votre participation et votre présence et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.